Ok, conclusion express. Déjà que je trouvais que ça allait vite la première moitié de cet arc-là, puisque c'est un arc de 2 épisodes globalement. Là, la seconde moitié, c'est à peu près. C'est presque plus rapide, je trouve. Ouais, et ça va plus ou moins conclure tout ce qu'il y a à dire sur Bradley. Apparemment, le personnage sera plus là. J'en sais rien, peut-être que on va la faire revenir d'une quelconque façon, mais ça donne un petit peu cette impression-là. Et ouais, ça commence avec donc la mort de Gil qui est rendue publique, hein, la police qui est là, Dylan qui le découvre en se rendant chez lui avec son collègue. Et tout le monde qui se demande un petit peu ce qui se passe. Alors que Bradley crèche en étant couverte par Norman qui la cache tout simplement, hein. Voilà, et elle a besoin de se tirer ailleurs. Moi je suis parti en mode c'est bon, il va cacher le corps avec elle. Non, ils sont pas allés cacher le corps, il l'a juste caché pour l'aider à se barrer. Et c'est ça qu'ils vont mettre en place. C'est-à-dire un plan pour qu'elle se barre incognito sans se faire repérer. Et lui qui est tout gentil et qui l'aide après ce qu'elle a fait. Alors, en mode, ok, je comprends, ce mec qui a tué ton père, tu l'as tué, tu as besoin de te cacher, très bien. Je vais pas trop te critiquer là-dessus, je vais juste t'aider. Et j'ai quelques petits soucis sur le fait que bah, ça va se conclure dans cet épisode-là, parce qu'il va aller partir, puis voilà. Je dis pas qu'il n'y aura pas de répercussions à ça, comme on va le voir dans pas longtemps, mais ouais, c'est un peu la fin de Bradley dans un sens, qui va pouvoir partir, et je sais pas, j'ai quand même quelques petits soucis hein, avec ça. Déjà, d'une part, le fait que Guy est apparemment considéré comme l'assassin de son père, et on va pas aller plus loin que ça. En tout cas, elle pense que c'était lui, elle l'a buté, et est-ce qu'on va développer ça ou pas? Ou est-ce que ce sera juste son père est mort et peut-être que c'était Gil, peut-être pas, on s'en fout, c'est pas important. J'ai un peu l'impression que c'est cette seconde option, parce que je le redis, elle n'a pas de preuve particulière que c'est euh, sans doute Gil qui a tué son père, à part qu'il avait un bon mobile pour ça. Mais à part ça, aucune assurance quelconque, que ce soit pour Bradley ou pour le spectateur. Donc, je sais pas. J'ai pas déjà ça qui me gêne, mais j'ai vraiment le sentiment que peut-être le public était un peu comme moi. Après la première saison, ils se sont dit ah, Bradley, ouais, hein, c'est pas un personnage oufissime. Et donc, on a décidé de créer cette espèce de développement à la va-vite en 2 épisodes pour la faire se barrer. J'ai un peu cette impression-là. C'est un peu le truc. Et ce qui est ironique là-dedans, c'est que en lui faisant suivre cette voie un peu dark, elle est devenue beaucoup plus intéressante et vous vous débarrassez d'elle à ce moment-là, en fait. C'est ça qui est très bizarre. Parce que, oui, il n'y a pas grand-chose qui va se passer à cet égard-là. Il va y avoir quelques soupçons de la part de Dylan, à qui Norman ne va pas dire ça tout de suite. Mais alors que sa mère va insister pour qu'il participe à une audition pour une pièce de théâtre comédie musicale qui a lieu dans le coin, donc un truc un petit peu amateur. Apparemment, ça ravive des souvenirs, ils chantaient ensemble quand il était plus petit, et elle a une certaine voix, ce qui passe plutôt bien. Bah, il va pas pouvoir être là pour l'accompagner et l'aider à partir, à s'effacer, et donc il appelle Dylan à la dernière minute pour s'en occuper à sa place et qui gère cette transition-là. Avec, j'imagine, le petit suspense qu'on essayait peut-être de faire avoir au spectateur sur le fait que peut-être il pourrait la lâcher pour calmer les soucis qui ont été causés, mais non, hein, il l'a aidé jusqu'au bout, donc voilà, et Dylan à la fin, il l'amène là où il faut pour qu'elle se barre, en amenant la mise en place de son faux suicide, en appuyant aussi le fait que, étant donné qu'elle était bien déprimée, le fait qu'elle puisse se faire une fausse lettre de suicide, c'est pas très compliqué. Et ouais, il se barre. Elle se barre et on est un peu maussade de la voir partir de la part de Dylan, Norman. Voilà, c'est cette fille qui nous intéressait, ben elle est plus là. Je sais pas, c'est un truc qui est pas dégueulasse en fait. Le développement qui se pose dans ces 2 épisodes, je le trouve vraiment pas mauvais. Je dis juste que ça aurait été beaucoup plus fort de le faire sur plus de 2 épisodes. De mettre ça en place sur la durée.
ce côté Bradley qui commence à se détacher de plus en plus de ce côté avenant qu'elle avait, sa dépression qui la prend, et le fait qu'elle a ce besoin de se venger, et qu'elle finisse par le faire pour devoir après coup se cacher et partir pour ne plus revenir dans cette ville. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu tenir 10 épisodes, hein, je le pense sincèrement, hein, en gérant bien le rythme par rapport à ça, et en faisant autre chose à côté évidemment. Mais là, en 2 épisodes, ça fait un peu rusher pour limite se débarrasser du personnage, c'est dommage parce que une bonne idée de développement, et si personnage parti un peu trop tôt. Mais, comme je l'ai dit, ça va engendrer quelques répercussions, parce que c'était quand même un petit peu le boss euh, d'un des deux clans principaux qui sont en compétition pour le trafic de drogue du coin. Enfin, je pense que c'est de la drogue aussi de l'autre côté. Et on apprend en fait que Rick, le fameux Rick, dont elle a parlé Blair, et qui était sur sa tombe l'épisode précédent, est en fait le dirigeant, je crois, si j'ai bien compris, le dirigeant du cartel rival. Et de fait, étant donné que le chef d'un cartel est mort, on soupçonne un petit peu l'autre cartel, et le chef dit ah, non, c'est pas nous, à Romero, qui veut enquêter un petit peu. Et aussi, Rick, qui lui dit qu'est-ce que vous faites pour Blair? Parce que ma fille, ça fait 4 mois qu'elle est morte et vous avez rien eu. Donc, révélation, c'est sa fille. Donc ça explique pourquoi elle était à sa tombe, et donc très certainement qu'il n'a clairement pas mis en place sa mort. Ce qui rediminue la probabilité que ce soit quelqu'un d'autre que Norman. Pour moi, là, on tombe dans du 95-5 maintenant. J'y crois un petit peu moins qu'avant. À nouveau, c'est un truc, c'est normal de poser ça en mystère. En tout cas, ouais, ça met en place des grosses tensions, et notamment du côté de Dylan qui doit gérer avec le mec qui est mis en charge de faire les représailles, et il s'appelle Blaine, et apparemment c'est un peu un psychopathe au sang chaud. Il leur parle en mode il faut qu'on nettoie sa merde. Il a capturé un mec au pif du clan rival en le butant froidement devant eux, en leur disant balancez son cadavre devant la maison de Rick. Voilà, bon, on sent que le gars est pas très subtil. Il va être un petit peu chiant à gérer par la suite. Ça met en place ça, donc ces conflits qui risquent de s'envenimer entre deux bandes rivales, alors que techniquement, eh ben, c'est ni l'un ni l'autre qui a entamé ce coup-là. Encore que, sait-on jamais, c'est peut-être quelqu'un de la bande rivale qui a tué le père de Bradley, et ça a engendré ça. J'en sais rien, j'espère qu'on aura une réponse à ça, et qu'on dira pas juste, ah bah, c'est comme Bradley se l'est imaginé, c'est chez Gil. Voilà. Et je dis ça parce que, franchement, ça me paraît très bizarre que Gil soit spécifiquement revanchard envers le père de Bradley, puisque on va appuyer un petit peu plus de trucs sur elle lorsqu'on aura une piste 4 mois après sa mort. Parce que il leur faut du temps aux experts pour analyser les différentes traces sur une scène de crime. Apparemment, 4 mois plus tard, eh ben, on a identifié deux spermes différents euh, autour du cadavre de Blair, et dont un qui a été identifié 4 mois après. À nouveau, ils ont mis le temps. C'est quelqu'un qui est fiché, hein. C'est pas un mec lambda qui était difficile à repérer. C'est un type assez connu du commissariat qui s'en est tiré, je sais pas trop comment. En fait, il s'appelle Kyle. J'ai le sentiment que ce sera un petit peu important son nom. Il s'en est bien tiré en vendant de la cam frelatée qui a provoqué des overdoses, et en ayant même buté son ex. Mais apparemment, ils n'ont jamais eu les preuves, ils n'ont jamais pu l'inculper pour ça. Et donc, lorsque Romero l'a sous la main pour ce crime-là, et il estime que la présence de son sperme serait une preuve suffisante pour l'inculper. Et donc, même si c'est pas lui, comme on va un petit peu le développer dans pas très longtemps, et ben ce serait la bonne excuse pour peut-être calmer les ardeurs de quelqu'un, et surtout de s'en prendre enfin à quelqu'un qui s'en est tiré autant de fois sans problème après toutes les saletés qu'il a faites. Donc on montre que c'est quelqu'un de très,
très gris moralement, qui essaye de faire ce qui est juste, mais qui est prêt à se salir les mains pour ça. J'aime bien le personnage de Romero. Sincèrement, je le trouve très intéressant dans cette série. Mais ouais, ce que ça appuie quand même, c'est qu'il y a la présence de deux spermes. Hein, et je pense pas que ce soit Norman qui soit masturbé sur elle. Excusez-moi, on parle de cul, hein, c'est Bates Motel quand même, hein, c'est normal. Ouais, ça appuie quand même que c'était légèrement une Marie Kochtoila en fait, Blair Watson. Et que au bout du compte, l'interprétation comme quoi elle essayait d'allumer Norman était sans doute vraie. Hein, c'était pas juste une impression comme ça, ou le fait qu'elle était un peu bouchée, elle faisait pas gaffe, sans doute qu'elle essayait de l'allumer pour faire un truc avec lui, puisque c'était un peu une tendance du personnage. Ok, hein, donc, étant donné que elle a donc cette tendance à coucher facilement avec pas mal de gars, parce qu'elle est femme libérée, on va dire, eh ben, je vois mal pourquoi Gil aurait voulu buter le père de Bradley spécifiquement, alors que sa petite copine, enfin celle qu'il considérait comme sa petite copine, a couché avec plein d'autres mecs en dehors de lui. Ce serait bizarre. Donc, ça me surprendrait beaucoup que ce soit véritablement lui. J'espère qu'on va développer ça. Je ne suis pas sûr à 100%, la suite me le dira évidemment, mais j'espère vraiment qu'on va développer ça. Néanmoins, ouais, ça fait un truc de plus ou moins réglé, même si évidemment ça va clairement amener des complications puisque le vrai meurtrier n'est pas attrapé. Et le vrai meurtrier, dans un sens, si c'est Norman, ça va être une excuse pour qu'on l'inculpe pas de quelque chose qu'il a fait. Ça marcherait pour justifier pourquoi ça va encore pour lui malgré ce qu'il a fait, mais je trouverais ça un peu facile. J'espère que ce sera plus compliqué. J'espère qu'on sera dans les 5% de cas probables où c'est pas lui qui a buté cette femme. Mais ça, on verra quand on y sera. Et ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe? Pas grand-chose à part donc le côté théâtre. J'ai un peu envie de mettre là-dessus parce que l'idée même d'une possibilité d'épisode comédie musicale dans Bates Motel me fait marrer. Ça me ferait délirer d'avoir ça. Parce que, ouais, elle tient absolument à faire ce quelque chose avec Norman. Et ça vient en partie du fait qu'elle s'inquiète pour lui. Notamment le fait qu'elle a retrouvé un collier de perles dans son lit. Et seulement un collier de perles. Hein. Donc il s'en est bien tiré. Hein. Si elle était venue à un autre moment où il avait caché d'autres trucs dans son lit, notamment l'argent et différents trucs qu'il a achetés pour Bradley, ça aurait été un peu compliqué. Mais voilà, elle a trouvé ce fameux collier de perles, un collier qu'il avait trouvé dans sa poche le soir où il a donc perdu un petit peu la mémoire. Et elle se met à avoir de plus en plus de craintes sur ce qu'il pourrait faire, sur son contrôle, etc. Et c'est pour ça qu'elle tient à insister à faire un truc avec lui, à être auprès de lui assez régulièrement. On sent le côté, je veux le couver pour l'empêcher de faire quoi que ce soit qu'il regretterait ou que je regretterais. Et c'est une approche différente, assez intéressante de cette relation-là. C'est-à-dire qu'on est proche en tant que mère et fils, évidemment, mais aussi parce que l'une craint un peu ce que l'autre fera. Il y a un petit peu ça. Il y a cette possessivité qui va avec, qui n'est pas juste pour ça, mais on essaye d'appuyer une complexité assez notable dans cette relation-là. Il y a aussi un truc que j'ai bien apprécié, c'est sur la fin, un dernier plan que j'ai trouvé assez intelligent sur Norma qui regarde son fils à travers sa fenêtre de la maison, assez iconique puisque c'est toujours comme ça que Norman s'imagine sa mère l'observer, c'est dans cette chambre-là. Donc c'est cool de faire vraiment ces références à Psychose, l'original qui parle bien ça. Donc très bon point, cette partie-là. Et le fait qu'elle veuille donc participer à ça, c'est juste une façon de la voir auprès de lui, même si évidemment ça a foutu un peu en l'air son plan. Heureusement que Dylan était là pour la partie B. Mais ouais, ils se rendent là-bas. Il pique une petite crise parce qu'il veut se barrer plus tôt, mais elle finit par lui faire part de ce qu'elle sait. J'ai vu le collier que t'as caché, j'ai vraiment peur pour toi. Et pour la rassurer, il dit c'était sans doute rien, rassure-toi. Tu sais quoi, on va participer, vas-y, va chanter. Et elle chante toute seule. Apparemment, c'est que des auditions solo, donc
Norman est peut-être passé après, mais on l'a pas entendu. Il chante peut-être pas si bien qu'elle. D'ailleurs, on l'a entendu rapidement chanter, oui, il a pas le même coffre exactement. Mais oui, elle s'en sort bien et apparemment elle va être prise. Donc, c'est pas impossible qu'on ait un épisode comédie musicale. Ça me ferait marrer, je vous jure, ça me ferait bien marrer ça. Et en rentrant, alors que les tensions sont un tout petit peu apaisées, elles vont s'apaiser encore plus lorsque Emma leur rapportera que ils ont appréhendé, ils ont arrêté quelqu'un pour le meurtre de Blair Watson. Et donc, tout semble bien se passer pour eux, tout semble bien se profiler, même s'il y a une guerre de gang qui est entamée, ça va pas les toucher directement, ça. Ils vont pas vraiment les retracer, enfin si, ça va toucher quand même Dylan directement, qu'est-ce que je raconte comme connerie. Mais pas forcément Norman et Norma. Donc, on verra un peu ce qu'il en est. Je sais pas si c'est génial ou pas cette partie-là. J'avoue que ça a jamais été un ressort scénaristique qui m'a particulièrement agrippé, mais on verra ce qu'il en est de ça. Mais ça va pas être seulement ça l'intrigue de cette saison. Parce que ça aurait pu être quelque chose si on avait été plus loin pour Bradley et qu'on n'avait pas tout bouclé en 2 épisodes, mais non, là c'est bouclé cette partie-là. Donc il faut qu'on amène un autre conflit. Et cet autre conflit, ça va être un autre membre de la famille qui a été un petit peu évoqué en fin de saison 1, c'est-à-dire le frère de Norma, qui arrive en ville et qui demande où est le Bates Motel, il faut que je retrouve ma sœur. Et ouais, ça promet des moments un peu tendus puisque elle a bien raconté ce qu'il lui a fait. Ça sent pas le mec très jovial et sympathique, hein, mais voilà, c'est le début du conflit et je sais pas, je pense que j'aurais sans doute mieux pris si c'était pas venu aussi vite après avoir bouclé aussi rapidement un arc de personnage comme ça en 2 épisodes, mais ouais, ça peut promettre pas mal. Au moins on a un tout petit peu introduit son existence avant de le fourrer comme ça, mais ouais, faut voir, faut voir. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!